Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde. Pour lancer notre série de podcasts sur la littérature et l'art, je vous propose de parler d'un livre que j'adore. Un livre intemporel qui a marqué la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, dans Brume littéraire, on va parler du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors, comme vous l'avez peut-être appris dans l'épisode général, la littérature et l'art, on va, comme d'habitude, parler de l'œuvre, la résumer et traiter des thématiques centrales. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est mettre l'accent sur les liens entre ce texte et l'art. Alors avant de nous plonger dans la vie de l'auteur et dans les rapports avec la peinture, voici un court résumé de l'œuvre. Le portrait de Dorian Gray raconte l'histoire de Dorian Gray, justement, un jeune homme d'une beauté exceptionnelle. Le récit débute lorsqu'il fait la connaissance de Basil Hallward, un artiste peintre qui devient fasciné par sa beauté et décide de peindre son portrait. Un jour, alors que Dorian visite l'atelier de Basil, il rencontre Lord Henry, un homme cynique et hédoniste. Au début, Dorian se méfie un peu, mais il prend vite confiance en cet homme étrange qui influence de plus en plus sa vision du monde. Entre autres choses, Lord Henry persuade Dorian que la jeunesse et la beauté sont les seules choses qui valent la peine d'être vécues. Et c'est assez nouveau, parce que jusqu'à ce moment du livre, Dorian n'avait même pas vraiment conscience d'être un beau jeune homme. Et rappelez-vous, au début du texte, Basil avait peint son portrait, et sous l'influence de Lord Henry, Dorian exprime le souhait que son portrait vieillisse à sa place, tandis que lui-même resterait jeune et beau pour toujours. Ce souhait, d'une manière assez étrange et un peu magique, il se réalise. Dorian commence à mener une vie de débauche, recherchant les plaisirs sans se soucier des conséquences morales de ses actions. Les années passent, mais il ne vieillit pas. Par contre, du côté du portrait, le constat n'est pas le même. Il montre des traces de vieillesse, mais pas seulement. Il devient de plus en plus monstrueux, comme si chaque mauvaise action de l'homme le détériorait. En fait, on comprend vite que c'est pas son physique qu'il a échangé avec le tableau, mais plutôt son âme. Dorian est hanté par ce portrait. Il va tenter tout ce qu'il peut pour ne plus jamais le voir et va même le cacher. Il sait que c'est ses mauvaises actions qui transforment son alter ego, mais il va quand même continuer à mener une vie immorale, causant du tort à de nombreuses personnes autour de lui. L'une de ses principales victimes est Sybil Vane, une jeune actrice dont il tombe amoureux, mais qu'il rejette brutalement. Ce rejet, Sybil ne va pas y survivre et elle succombe à une mort tragique. Toujours jeune et beau, même des années plus tard, Dorian enchaîne toujours les mauvaises actions et va même jusqu'à tuer Basil et à comploter contre ses autres amis. Un jour pourtant, il retrouve le portrait et ce qu'il y voit n'a presque plus rien d'humain. Pris de rage et de peur, Dorian décide de détruire le portrait pour s'en libérer. Il va alors prendre un couteau et le poignarder. Mais plus tard pourtant, ses domestiques retrouvent le corps de leur maître, un poignard dans le cœur alors qu'il a un aspect vieilli et hideux. Le portrait, de son côté, est redevenu celui du jeune homme, d'une beauté parfaite, comme autrefois. Quelle histoire! Elle regorge de tant de thèmes et de significations qu'on comprend pourquoi elle a traversé les années. En écoutant ce résumé, vous avez sans doute compris quel art était décrit dans le roman. La peinture, bien sûr. Et on retrouve plusieurs aspects différents. D'un côté, il y a tout l'aspect création, avec Basil. On voit l'artiste en pleine action dans son studio. Les scènes pendant lesquelles il peint sont nombreuses, mais c'est surtout dans l'atelier de l'artiste que toute l'histoire commence. Bien évidemment, c'est l'œuvre finale qui occupe une place centrale dans le livre. Elle va même jusqu'à se retrouver dans le titre. Rappelons que le nom du livre n'est pas Dorian Gray, mais bien le portrait de Dorian Gray. C'est comme si, d'une certaine manière, le tableau avait une personnalité, un rôle central qui domine tous les personnages. À la fin du roman d'ailleurs, ce qui reste, c'est l'œuvre. L'homme, qui a tout fait pour rester jeune et pour que le tableau subisse son sort à sa place, n'a pas réussi à se libérer de ce tableau. Il l'a comme poursuivi jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable en se poignardant. On parlait des œuvres qui pouvaient être éternelles, celles qui peuvent capturer un moment et le faire traverser les âges. Eh bien, très clairement, c'est le cas dans notre livre. Le portrait nous prouve qu'aucun homme ne peut voler la place d'un tableau, qu'aucun être vivant ne peut avoir la longévité d'une œuvre d'art qui nous survit toujours.
Mais là, on parle de la toute fin du livre. Il y a bien plusieurs centaines de pages pendant lesquelles les deux sont inversés et où c'est Dorian qui a les propriétés du tableau. Mais pourquoi en fait ? Qu'est-ce que ça apporte à ce roman qui paraît assez réaliste de rajouter cet élément fantastique ? Eh bien, c'est tout simplement que si on nous décrivait les mauvaises actions d'un personnage, le texte serait une simple description de ce qu'on connaît déjà. En ajoutant cet élément, le lecteur se retrouve accroché. On comprend que le pacte s'est noué au fur et à mesure du roman. Personne ne peut savoir comment ça va finir, et alors qu'au début, personne ne remarque cet échange, eh bien il devient de plus en plus visible, et aussi de plus en plus étrange alors que les années passent. Imaginez-vous, vous avez un ami de longue date, et alors que vous commencez à avoir des cheveux blancs, certaines rides et autres marques de l'âge, eh ben lui il reste comme le premier jour où vous l'avez rencontré. Ce serait étrange. Au fur et à mesure du texte, le portrait devient un secret que Dorian ne veut plus montrer à personne, tant il le dégoûte. Pire qu'un miroir, il s'y voit réellement comme il est. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas ses mauvaises actions ? Pourquoi est-ce qu'il ne se convertit pas ? Il y a plusieurs hypothèses pour répondre à cette question, mais l'une d'elles est assez parlante encore de nos jours. Puisqu'il ne voit pas la conséquence de ses actes sur lui-même, et uniquement sur un objet externe qu'il arrive à cacher, eh bien il continue de vivre comme si de rien n'était. Certains appellent ça la technique de l'autruche, mais en gros, c'est que si on voit pas les conséquences directement, qu'on leur fait pas face, eh bien on se leurre en se disant que tout va bien et que rien ne se passe. L'art représente ici et ailleurs bien souvent aussi une certaine réalité qu'on préférerait ne pas voir. Oui, il y a le côté esthétique, mais aussi ce qu'on préfère ignorer. Et ce qui est fort avec ce livre, c'est qu'il ne fait pas que de décrire l'art, le processus créatif et l'œuvre finie. Il est aussi, lui-même, un objet artistique qui nous reflète nos propres tares. Lord Henry représente un peu cette figure malsaine qui rend mauvais un jeune homme qui semblait innocent. Plus le temps avance, et plus il est corrompu par cet homme, et même par la société en général. On pourrait débattre de la question de l'inhérence du mal. Est-ce qu'en fait Dorian avait en lui ce potentiel d'être mauvais ? Ou est-ce que ça vient de la société ? Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que même si le mal est puni à la fin, il laisse sur son chemin de nombreuses victimes innocentes. Sibylle est la première victime, Basile est la dernière. C'est l'artiste même qui se retrouve en quelque sorte puni d'être trop curieux et d'avoir offert l'opportunité à Dorian de conclure ce pacte. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que ce livre a une fin morale ? Eh bien, pas si sûr. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire sans trop prendre de risques, c'est que c'est l'une des œuvres majeures de la littérature mondiale. Et que le texte, avec l'art qu'il décrit, est un chef-d'œuvre que je ne peux que vous conseiller de lire. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.